Bon, ben merci à l'atelier Limo pour nous avoir fait sentir quelque chose de l'épaisseur des frontières. Je vais lui passer la parole puisque Nicolas Panetier est là. Tu as un micro, tu y vas. Je sais pas par où il faut commencer. Peut-être que dire en fait ce film c'est l'aboutissement ça fait partie d'un projet qui était plus long en fait, puisque ça a commencé par à la base Simon et moi quand on fait le film on est tous les deux architectes et notre premier questionnement ça a été pour notre diplôme d'architecture de demander ce qu'on allait faire des postes de frontières. Et alors après l'ouverture de la frontière, donc c'était en 2006, et on a commencé à faire un grand voyage le long de cette frontière qui fait 3000 km de long. Et en fait, on a photographié 238 postes de frontière, on a documenté tout ça, et en fait, on s'est rendu compte que plus qu'une question d'architecture, la question de la frontière touchait les gens, et on a essayé par la suite avec ce film, d'essayer de trouver justement la relation que ces gens entretenaient avec ces lieux très particuliers qui étaient la frontière. Donc ce film a été fini. C'était un film qui s'est fait, en fait, c'est notre premier film. Et on va dire, c'est un film qui s'est fait, pour ainsi dire, sans budget. Donc ça a été fait avec beaucoup d'envie. Et le but du film... La finalité du film, c'était en 2009 pour l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. On a été le montrer 40 fois le long de la frontière. Le film a été sous-titré en 7 langues aussi. Et on est venu avec le film pendant 3 mois donc pour en discuter avec les gens sur place. Voilà, ça c'était l'aboutissement de tout ce travail-là. Et on espère encore dans quelques années retourner peut-être pour 10 ans après l'ouverture de cette frontière-là, de retourner sur place pour faire un état des lieux de ce qui est devenu, ce que sont devenues les installations, ce que sont devenus les gens et comment ils ont vécu toutes ces années de... comment ils vivent les choses maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux éclairer le nom de votre atelier et pourquoi Limo ? Ah voilà, Atelier Limo, en fait, c'était... Alors Limo, ça veut dire frontière en espéranto. Donc c'était, on va dire, le projet qu'on a proposé en tant qu'architecte. Donc c'était à la base un projet censé être un projet d'architecture pour ces 236 postes de frontière. On a proposé de fabriquer une radio qui s'appellerait Radio Limo, qui serait une sorte de radio transfrontalière. Et du coup, de cette espèce d'idée un peu symbolique, est resté le nom Limo. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Peut-être que Philippe peut réagir à son tour. Comme on dit, veut répondre à ce film, peut-être. Ah, oui, non, répondre, réagir. En fait, c'est difficile d'en parler parce que, tout d'abord... Là, on est face à un film qui, à mon avis, est un film durable, ce qui est relativement rare dans le documentaire, parce qu'on a des documentaires qui sont datés et puis qui finalement finissent d'être, comme on dit en anglais, out of date assez rapidement. Et ici, j'ai l'impression on est sur un film qui est tourné en 2007, donc 2007, c'était il y a 6 ans. 2007-2008, c'était il y a 5 ou 6 ans, mais à la vitesse à laquelle l'histoire aujourd'hui bouscule la géographie. C'est presque une éternité et on voit que le film ici ne prend pas une ride puisque il aborde, c'est très très riche, c'est une superposition d'approches qui sont toutes très intéressantes, qui sont qui touchent à nos valeurs fondamentales européennes, de cette définition très floue, très incertaine, très paradoxale de la frontière. Est-ce qu'elle nous protège? Est-ce qu'elle nous réunit? Ou est-ce qu'elle exclut des gens qui seraient susceptibles, qui seraient éligibles à rester avec nous? Alors, moi j'ai plein de choses à dire sur ce film, mais je ne sais pas trop par où commencer. Mais la première chose, c'est d'abord qu'on est ici face à un film subtil. Ici, les réalisateurs choisissent des personnages très doux, des personnages très positifs, qui parlent de la frontière avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de toucher, on dirait, en musique. Et surtout qui ont intériorisé une frontière qui s'évanouit, une frontière évanescente, qui disparaît. Mais alors qu'on a l'impression qu'elle disparaît, en réalité, elle est très présente.
on la sent, on la voit, elle a disparu du terrain, elle a disparu de l'espace, de la géographie, mais elle est extrêmement présente dans le, voilà, il le dit, hein, le policier au début, dans les cœurs, dans la tête. Et puis le film, on voit cette frontière virevolter comme une ombre, un peu comme une chauve-souris, un peu comme un fantôme, une frontière fantomatique, mais pas au sens fantôme qui fait peur, au contraire, un souvenir émotionnel. Vous savez sans doute qu'il y a ce phénomène de nostalgie en Allemagne, où des gens sont voilà, nostalgiques de cette Allemagne de l'Est, qui pourtant était vraiment un système, au dire même des Allemands de l'Est, totalement pourri et totalement merdique, mais quand même voir ressurgir cette nostalgie. Ma propre femme est une homo soviéticus, puisqu'elle est lettonne, et elle-même a très souvent cette nostalgie d'un système qui était un système merdique, pourri, totalitaire, mais qui était dans la société aussi le symbole de la communauté, de la solidarité, des gens qui s'entraidaient, qui savaient qu'ils ne pouvaient pas se reposer sur ce système, qui s'entraidaient. Ici, là, cette frontière, on a l'impression qu'elle est évanescente, qu'elle disparaît. Alors, moi, j'ai vu le film 5 fois déjà, et vraiment à chaque fois j'y découvre et j'y entends des choses nouvelles. C'est un petit peu comme ces morceaux de musique dans lesquels on a du mal à rentrer, hein. Je sais pas, une sonate de Schubert par exemple, puis on la réécoute 50 fois, et puis au bout de 50 fois on découvre la mélodie, et là il y a plein de choses qui sont superposées et cachées. Mais il y a une chose qui manque. Je suis géographe et cartographe, je suis obligé de le dire, c'est qu'on s'y perd un peu dans la géographie. On aurait aimé qu'il y ait une esquisse cartographique, juste peut-être pour montrer où c'est, mais pas seulement pour se localiser dans l'espace. Il y a une raison très précise. Le film dit plein de choses. Le film dit que cette frontière, cette lisière, hein, parce qu'on va partir du nord vers le sud, et là j'aimerais bien qu'on affiche la première carte que j'ai préparée. Elle devient un fantôme. Berlin, la frontière, le mur de Berlin devient un fantôme. Je vais expliquer un peu plus tard qu'elle reste. Voilà, si on peut la mettre plus grande, c'est bien. Ah, je ne sais pas si on va voir beaucoup avec la lumière. Bon. Mais en réalité, elle ne disparaît pas vraiment, cette frontière. Là, on parle d'une frontière qui est la frontière qui est en plein milieu de l'Europe, qui va plus ou moins symboliquement séparer l'Europe qu'on dit occidentale et cette autre Europe qu'on dit médiane. Europe centrale, Europe orientale, même dans la terminologie, ni les géographes ni les historiens sont vraiment d'accord sur la terminologie précise qu'il faut utiliser. Mais cette frontière, elle n'a pas disparu, en réalité, elle a glissé vers l'Est. Donc, voilà. Moi, je suis désolé si vous ne voyez pas bien, mais ça va. Ce dont on parle, ce sont 4 cartes qui montrent en fait l'évolution des frontières, le balancement des frontières, cette valse, cette lisière européenne qui a fait ce balai vers l'Est, vers l'Ouest et vers l'Est et vers l'Ouest tout au cours du XXe siècle. La première carte représente la situation en 1914 avec les 4 empires, enfin ce qui reste, en fait 3 empires parce que l'Empire ottoman disparaît, 1923 après la Première Guerre mondiale, 1945 après la Seconde Guerre mondiale, et c'est celle-ci qui nous intéresse, c'est la carte actuelle. Le film, en fait, parle de situations, de villages qui sont le long de cette ligne bleue, qui est la future ligne Schengen, qui est la ligne Schengen qui va s'ouvrir, celle de décembre 2007, si mes souvenirs sont bons du point de vue de la date. Mais la réalité, c'est que cette excellente nouvelle pour ces populations, pour les communautés, pour ces peuples, il y a un très beau symbole. Voilà, les Slovènes et les Italiens se rassemblent sur la même place et ils sont tellement émus, ils n'arrivent pas à parler. Le policier allemand, il attend cette unité avec impatience. Il se dit oui, mais est-ce qu'on va y arriver? Combien de temps il faut attendre? Je suis la pièce d'un puzzle, moi je suis ouvert, mais est-ce que mon voisin est ouvert? Est-ce que moi je comprends sa culture? Est-ce que je comprends sa langue? Est-ce que je comprends sa religion? Est-ce que je suis prêt subliminalement, c'est est-ce que je suis prêt à l'accepter? Et il y a ici un très beau message d'espoir qui est porté surtout dans ces temps très sombres, avec ce retour de l'ultranationalisme, des nationalismes, des populismes, des peurs fantasmagoriques de ces gens qui veulent se protéger, qui veulent exclure l'autre, qui veulent exclure l'étranger. Le film ici donne vraiment une note d'espoir. Mais cette excellente nouvelle pour les Slovènes, pour les Lettons, et pour les peuples, en fait, et tous ces gens que tu as vus le long de cette première lisière, en fait, c'est devenu une très mauvaise nouvelle pour ceux qui sont immédiatement derrière. Alors,
Voilà, c'est la Croatie. Alors, en fait, j'ai effacé les frontières sur lesquelles tu as travaillé. Elles n'existent plus sur la carte, elles ont disparu puisque c'est l'espace Schengen, a priori. Mais par contre, elles se sont déplacées le long de la ligne bleue. Et c'est cette ligne bleue qui est devenue, dans la réalité, un cauchemar pour ceux qui sont derrière. Alors, en particulier les Ukrainiens, les Biélorusses, et les Roumains dans une certaine mesure, mais en fait la frontière s'est ouverte, maintenant elle se passe sans visa naturellement. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que dans l'Union européenne, qu'on fait rentrer la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne, il y a eu un espoir extraordinaire entre la Moldavie et la Roumanie. D'ailleurs, les deux pays se sont presque fédérés à la chute des communismes, entre 89 et 91. Je me souviens que du côté roumain, on rénovait les postes frontières, du côté moldave, on ne rénovait pas, ils se réunissaient sur les ponts, ils jetaient des fleurs dans la rivière. Et puis, rêve brisé, c'est devenu l'Union européenne. Les Roumains devaient être compliant, comme on dit en anglais, aux règles de l'Union européenne. Et les Moldaves, qui pouvaient rentrer en Roumanie pour faire du commerce, aller sur le marché, etc., sans payer de visa, en fait, étaient obligés, au moment où la Roumanie est entrée dans l'Union européenne, de payer un visa très cher, qui correspond parfois pour des gens à plusieurs mois de salaire, ce qui a brisé en fait l'élan commercial. Pareil pour les Ukrainiens et pour les Biélorusses qui passaient en Pologne à l'époque sans visa et où il y avait des tolérances. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce qu'ils sont obligés de remplir les conditions qui sont imposées par les règles Schengen, c'est-à-dire le visa qui coûte très cher, et on passe beaucoup moins bien. Donc, le rêve abouti des uns finalement se fait aux dépens du cauchemar d'autres. C'est que simplement on a déplacé le problème. Et maintenant, le vrai travail à faire, naturellement, eh bien, il est en partie le long de cette ligne bleue, et ça concerne la Biélorussie, l'Ukraine en particulier. Et puis, tôt ou tard, peut-être que la Roumanie et la Bulgarie rentreront aussi dans Schengen, et le travail sera à faire avec ce qu'on a appelé les républiques soviétiques occidentales, et de voir quel type de relation, quel type de rapport politique on peut avoir avec. Alors, excuse-moi, mais je vais laisser Nicolas te répondre aussi sur ce point, mais sur l'absence de carte, moi je dirais que c'est plutôt la chance du film de nous perdre, justement. On dit Slovénie, Slovaquie, alors on ne sait plus où on est, mais Autriche, Christine me disait, mais on l'a déjà vu ça, Autriche, Slovaquie. Ah non, c'était Slovénie. Enfin bref, on ne sait plus. Et ce que tu viens de dire me confirme dans cette impression, alors je ne sais pas si c'est volontaire de votre part, avec ou sans carte, mais ce que tu viens de dire vient de nous perdre aussi un petit peu en disant, vous voyez, là, il y a des types qui ont gagné, mais d'autres qui ont perdu, et ça peut encore changer, puisque vous avez devant vous 4 États de la même chose. Enfin bon, voilà. Les gens, Nicolas va sûrement te répondre. Par rapport à la question de la carte, ça, j'avouerais que c'est une question. Pour nous, ça nous semblait pas nécessaire. On a essayé de. Enfin, moi, après, ça nous a enlevé du côté un peu. Je sais pas, ça donnait quelque chose de. Ça nous semblait trop didactique. Mais c'est bon, c'est peut-être qu'on n'avait pas la bonne carte aussi. Donc, je crois que je vais te citer sur cette. Je vais te citer sur cette citation. Bon, non, mais autrement, c'est vrai que ça a été toujours un des. Ça a été ce qu'on voulait faire avec le film. On voulait vraiment que les protagonistes nous racontent leur histoire et essayer de raconter l'histoire à travers eux, en fait. Et c'est vrai que. Bon. Après, c'est vrai que l'utilisation d'une carte, ça nous a semblé. Ça nous a semblé un peu briser cette espèce de château de cartes qu'on a essayé de construire avec les protagonistes. Et pour en revenir aussi au fait d'être un peu perdu, alors ça encore une fois c'est complètement une question de ressenti, parce que quand le film a été à la base fait pour être montré dans ces régions où les gens avaient aussi une géographie beaucoup plus nette qu'ici, ce qui est logique, hein. Après, il y a aussi, ce qui est assez marrant, c'est que avec toutes les petites histoires, comme on l'a montré quand même 40 fois le long de la frontière, aussi montré le long de la frontière entre la Pologne et la Russie, le petit bout de Russie qu'il y a là-bas, les gens ont souvent utilisé les différents épisodes, les différentes parties du film comme des cas de figure, en fait. C'est devenu presque des espèces du coup, qui devenaient, à mon sens, peut-être plus généraux et moins reliés à la carte. Mais bon, on n'a rien forcément contre. C'est vrai que j'aurais dû le dire au début, et je l'ai dit pendant le repas, je ressors ce film avec cette impression, et c'est une impression personnelle,
comme si on sortait un peu d'un conte de fées, on fait un voyage avec des gens qui parlent de leurs émotions, et il y a une confusion entre la géographie et l'émotion, l'imaginaire. On réimagine quelque chose qui a existé, et elle dit, je reviens, il n'y a plus de grillage, j'ai été déshabillé, donc je réinvente un costume, je réinvente un environnement, parce que ça me manque, je me sens nu, j'ai plus de repères, et elle le dit aussi à la fin, cette barrière que je refermais, elle me manquait. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis géographe, donc j'avais envie d'une jolie esquisse un petit peu artistique, mais cela dit, peut-être que ça aurait brisé ce rêve, ce conte de fées, peut-être que ça n'avait pas sa place, et de toute façon, le film se tient très bien comme ça, aussi, parce que il donne des définitions de la frontière, qui est cette approche très ambivalente, très paradoxale, ce côté comme ça, cette qualification très paradoxale de la frontière. Alors moi, je vais quand même profiter de ce qu'on a un pur géographe pour poser une question qui va paraître un peu trop didactique à Nicolas, mais il y en a un qui m'a un tout petit peu troublée, c'est le Polonais qui raconte que sa famille était en Biélorussie et puis qui se retrouve... Et j'aurais bien aimé qu'on m'explique de façon très géographique le trajet de cette famille-là. Est-ce que vous l'avez compris ? Eh ben moi non, parce que la Biélorussie c'était là-bas très loin et après il nous amenait. Je peux répondre si tu veux. Je vais vous faire répondre. Est-ce qu'on peut mettre une seconde l'autre image, et on va revenir à celle-là et je vais expliquer en 2 minutes. Voilà. Cette image, elle est intéressante. En fait, c'est une image de l'Europe qui n'existe pas. C'est la superposition de toutes les frontières ayant existé au cours du XXe siècle. Donc, et c'est l'Europe certainement le lieu au monde où le mouvement des frontières, le bousculement de la géographie par l'histoire a été le plus intense. Et ce qui est intéressant, c'est que plus les territoires sont petits, plus c'est la symbolique de lutte âpre, de combat terrible pour s'accaparer, pour que l'une ou l'autre des parties, l'un ou l'autre des pays s'accapare des territoires qui sont des territoires émotionnels ou à valeur symbolique très forte. Kaliningrad, ex-Königsberg, l'Istrie, naturellement toute la région autour de Vilnius, sont des toutes petites choses, et vous voyez que les frontières ont bougé parce qu'il y a eu des compromis. Si on revient à l'autre carte, la raison pour laquelle tu ne comprends pas, c'est parce que les frontières ont tellement bougé, la Pologne en particulier a changé de forme. Il explique, et il se trompe un moment, parce qu'il pointe à un endroit, il ne se souvient plus si c'est la Russie ou la Pologne. Mais il se souvient que sa famille ayant été envoyée en Sibérie, il n'y a que Staline qui pouvait envoyer des gens en Sibérie, c'était donc la Russie, c'était donc l'Union soviétique. Et c'est la situation qui prévaut ici, c'est-à-dire entre 1923 et 1937, ou 1938, il pointe, alors on ne voit pas très bien, mais la Pologne, elle remonte comme un pic. À l'intérieur, elle va presque jusqu'à la Lettonie, très haut en Biélorussie. Elle va englober Vilnius, Vilna, qui était polonaise. Et il y a encore aujourd'hui des gens d'origine, de souche polonaise en Lituanie et en Lettonie, donc d'où vient une partie de ma famille, qui disent Vilna, je ne peux pas la voir lituanienne. Vilna est polonaise. Et donc c'est resté, même encore aujourd'hui, une fracture terrible pour les communautés polonaises qui voient Vilna comme une ville historique polonaise qui devrait faire partie de la Pologne comme elle l'a été entre les deux guerres. Donc il pointe ici, il ne se souvient pas. Et d'ailleurs, je l'avais noté aussi, je voulais le dire, et je trouve merveilleux, tous ces personnages, ils sont charmants, quelque part. C'est pour ça que je pensais à un conte de fées. Et lui, il est particulièrement charmant. Il dit, toi, capote, rien, plus rien. C'est parti, Varsovie, Karin Varsovie. Et il commence à faire une danse le long de la carte. J'avais l'impression... Il est sur la carte et sur le territoire. Oui, il prend la place de la Pologne. Et il fait danse le long de la carte, comme on dit, danse avec les loups, danse avec la carte. Et je ne sais pas si c'est toi qui as choisi ou si c'est eux qui ont choisi, mais la carte lui était très nécessaire parce qu'il avait montré que sa famille avait fait un long voyage, qu'elle habitait aux marges extérieures ou intérieures de la Pologne du côté oriental et qui ont été déportés, qui sont revenus. Ensuite, ils ont tout traversé la Pologne pour aller à la marge occidentale, c'est-à-dire 2 frontières complètement différentes. Et on le voit très bien ici. La Pologne va perdre une grande partie de sa marge orientale, mais ils sont en Sibérie, et quand ils vont revenir, ils vont traverser, et là, ils montrent la carte de la Pologne, c'est celle-ci, la carte de la Pologne moderne, contemporaine, où ils vont arriver à la marge entre le gris et le vert, alors qu'ils étaient en plein milieu de ce qui est aujourd'hui la Biélorussie. Donc voilà l'itinéraire, c'est-à-dire marge orientale, Sibérie,
restent 4 ans, retour en train, ils arrivent dans le village, ils ne veulent pas y rester, ils traversent la Pologne. Aller-retour, la valse des frontières, elle s'est accompagnée avec la valse des peuples. Beaucoup des gens qui ont été déportés en Sibérie vers l'Orient sont revenus vers l'Est et sont allés plus loin, après la Seconde Guerre mondiale en particulier. Oui, je peux aussi peut-être expliquer un peu plus, du coup. Pour ce qui concerne Zbigniew, pour en fait, oui, donc sa famille venait donc de la partie est de la Pologne qui est revenue de l'autre côté. Du coup, lui, avec sa famille, ils ont été donc près de la frontière, enfin là où avant il y avait l'Allemagne. Donc, autrement dit, ils ont été à un endroit, ils ont cherché un endroit où habiter, et là où habitaient avant des Allemands. C'est-à-dire que dans toutes ces régions-là, il y a aussi tout un tourisme qui s'est développé. C'est le tourisme les gens, des vieux Allemands viennent voir l'endroit où sont nés leurs parents, où ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Donc il y a aussi tout ce... Du côté allemand, c'est quelque chose de très très douloureux, justement, cette question de cette perte de territoire. Et voilà. Donc c'est aussi raconté par Zbigniew comme ça, c'est assez résumé de manière assez rapide, quoi, on va dire. Mais c'est un thème qui est très très important en Allemagne, en tout cas. Oui, ça c'est l'autre thème aussi très... Est-ce que c'est, alors justement, le garde forestier qui chante, lui, où est-ce que c'est par rapport au Sud-Est? Parce que je me souviens plus, est-ce que c'est entre l'Allemagne et la Tchéquie, hein, c'est ça? C'est entre l'Autriche et la République tchèque. Oui, parce qu'il raconte cette histoire, il dit, ouais, c'était peuplé d'Allemands, mais bon, comme ils ont perdu la guerre, ils ont obligé de partir. Ouais. J'ai un doute. J'ai un doute où c'est pour ça, parce qu'il dit que le village est habité par des Allemands qui partent et qui sont remplacés par des Ukrainiens. Moi, je me suis demandé si la même chose était possible, cette épaisseur des frontières, ce fait que les gens y habitaient, avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Est-ce que c'est, vous avez eu cette envie de le vérifier aussi de ce côté-là, ou pas du tout? À mon avis, c'est quand même pas la même histoire, puisque c'est... Il n'y a pas autant de... Oui, ça nous a forcément intéressé. C'est aussi pour ça qu'on habite à Berlin depuis des années, je pense. Donc forcément, mais après, je pense que les histoires ne seraient pas les mêmes. C'est plus des histoires de séparation de famille, des histoires de gens qui ont une autre mémoire de la guerre, des histoires de... Mais ce serait moins... Je pense qu'il y aurait moins de couches que là où il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de différences finalement entre les côtés et les. Oui, je sais pas. Allô ? J'avais une question sur quelque chose qui apparaît un peu en filigrane, c'est la question des langues, parce que quand les frontières se baladent comme ça, les langues aussi se déplacent. La question des langues. Est-ce que c'est des gens qui ont connu dans leur vie plusieurs langues En général, ça c'est aussi, ça revient un peu à l'histoire du. Bon, dans le film, grosso modo, on n'a pas utilisé d'interprète, donc on a parlé, on pouvait pas faire autrement non plus puisqu'on n'avait pas de budget. On a voulu utiliser les langues qu'on possédait, à savoir le français, l'allemand et l'anglais. Donc, on a souvent rencontré des gens qui, effectivement, à la frontière, parlaient l'allemand, qui s'est avéré être une langue de communication. Donc, on a... Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... parce que... C'était pas tout à fait ça. Je voulais savoir si dans l'histoire de ces gens, ils avaient eu à apprendre dans leur vie plusieurs langues. Quand on passe de la Biélorussie à la Sibérie, on revient, ça devient la Pologne, et puis après limite l'Allemagne. Il y a deux mouvements dans votre question. Il y a deux mouvements qui superposent, si je comprends bien, et qui est à l'origine de la dispersion géographique des minorités. En fait, on part à la fin du XIXe siècle de 4 gros empires. Il y a la Russie, l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Début du XIXe siècle, il y en a un qui disparaît, c'est l'Empire ottoman, il en reste 3. Et au cours du XXe siècle, ils vont disparaître les uns après les autres. L'Empire allemand va disparaître, et le dernier, ce sera l'Union soviétique qui va disparaître en 91. Mais quand l'Empire austro-hongrois disparaît, au cœur de la Roumanie, où on a des communautés et des populations roumaines, elles sont restées jusqu'à aujourd'hui, elles existent encore. Donc les langues
quand les communautés sont ancrées dans des lieux comme, alors bon, c'est pas le sujet, mais au Kazakhstan, il y a encore des communautés allemandes, de gens qui parlent allemand, qui ont des noms allemands, ils reviennent petit à petit, mais c'était quand même il y a 60 ans et il reste encore aujourd'hui. Donc ça, c'est très stable. Et qui se superpose à la création des minorités, ou les minorités qui étaient des majorités ou qui étaient dans des lieux qui étaient leur pays et par le mouvement des frontières deviennent des minorités dans un autre pays. Par exemple, il reste des Hongrois, des communautés hongroises dans la partie occidentale de l'Ukraine. Ils ont beaucoup de problèmes, c'est des minorités, ils sont discriminés, etc. Et il y a les mouvements de population. Et ça, c'est probablement le cas il s'appelle Zbigniew, voilà, le Polonais qui danse le long de la carte, dans un mouvement de balancier. Et en fait, son mouvement de balancier, il est symbolique de ça, du déplacement. Alors, il y a quelques déplacements de population avant la Seconde Guerre mondiale, mais les gros mouvements de population massifs, de réinstallation, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le HCR a été créé, c'est après la Seconde Guerre mondiale pour rapatrier tout le monde à peu près là où ils habitent. Mais comme il y a Yalta et que vous le voyez, en fait, la carte d'Europe est totalement réconfigurée. Il y a plein de gens qui ils reviennent chez eux, mais c'était pas leur pays, donc du coup, ils avancent un tout petit peu plus. Voilà, c'est un peu l'histoire de ma famille aussi. Je suis français par complète coïncidence. Voilà, ils sont partis de Hongrie, d'Ukraine, etc. Ils voulaient de Pologne, de Galicie. Puis voilà, il y a une partie qui est allée aux États-Unis. Ils ont réussi, les autres ils n'ont pas réussi. Ils se sont arrêtés en France. Et je suis français. C'est le mouvement de population. Mais voilà, comme je suis né français, je parle pas hongrois, mais il y a plein de gens qui ont gardé leur langue. Alors je sais pas si ça répond à la question, mais il faut voir ça vraiment comme un double mouvement qui est à l'origine de cette mosaïque de minorités extraordinairement riche qu'on a aujourd'hui en Europe et qui est d'une part discriminée, sous-estimée. C'est vraiment une question, et je ne parle pas de la question Rome, je crois que vous avez abordé hier, qui vient encore rendre peut-être plus complexe cette image. Et moi, je crois que c'est un des grands chantiers. Voilà, le traitement des minorités, c'est un grand chantier de l'avenir pour l'Europe, la chance de l'Europe. Alors justement, est-ce qu'on peut essayer de vous tirer les verres du nez à tous les deux, puisque donc Nicolas habite Berlin, toi tu habites une petite île norvégienne, tu viens de dire que ta famille venait de je ne sais où, enfin bon, et vos travaux respectifs montrent que vraiment vous êtes aussi, pas seulement par expérience, mais par pensée, enfin au cœur du problème. Est-ce qu'on peut vous demander non pas une définition de la frontière, mais quel est votre idéal de frontière, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimeriez, alors vous me direz, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est l'histoire, je sais pas quoi, mais bon, comme ça un peu idéalement, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Quelles sont les frontières aimables? Est-ce que vous avez, tu as dit très justement que le film était très doux, très positif, parce qu'effectivement, il aurait pu s'attarder sur tous les morts autour de ces frontières, mais il l'a pas fait. Donc, j'en profite pour pousser un peu le bouchon en disant, voilà, une frontière aimable, ça serait quoi? Et je voudrais compléter, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle ne soit pas aussi? Je pense que ce qu'elle ne soit pas, on a tous un peu une idée. On a eu pas mal d'exemples. Après, pour moi, c'est peut-être un peu abstrait de dire ça. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire en montrant le film le long de la frontière, transformer la frontière en lieu d'échange, quoi. C'est parce qu'il y a dans ces lieux-là, peut-être pas uniquement sur la question de la langue, mais il y a plein de vies qui sont à cheval sur ces lieux-là, plein de choses hybrides, et c'est quelque chose de très intéressant. Donc, si la frontière, si on devait imaginer, oui, il faut la considérer comme un potentiel. Comme le potentiel, comme un laboratoire pour vivre autrement au-delà des questions nationales. Ce que dit très bien la dame qui s'occupe des petits-enfants, là. Non, ce que dit très bien, je trouve, la dame qui travaille avec les écoles maternelles, la dame tchèque, ou je sais plus, attends. Slovaque, pardon. Non, mais c'est bien de se perdre. Il y aura une carte de la prochaine fois. Très bonne illustration. Non, mais je prends le point de Gilles. Je pense que c'est intéressant, cette idée aussi de savoir se passer de la carte. Après tout, au Conseil de sécurité de l'ONU, quand ils ont besoin de faire des négociations très difficiles sur des conflits territoriaux, ils demandent à leur service cartographique de surtout pas intervenir, de pas montrer le bout de leur nez et de ne pas montrer l'ombre d'une carte, parce que ça rend très compliqué les négociations, et de négocier sur de l'abstrait, c'est beaucoup plus facile. La cartographie venant après, donc dans ta question, il y a quand même cette symbolique-là qui est importante. Pour revenir à la question, en fait c'est une grande question. Pour moi, mon idéal,
mais c'est de l'utopie, qui est un petit peu dans la lignée des utopistes de la fin du XIXe siècle. C'est pas de frontières. Hein. Voilà, Antoine Pécou, qui est un haut fonctionnaire de l'ONU, il travaille à l'UNESCO, spécialisé dans les migrations, écrit un livre qu'il publie sous la responsabilité de l'ONU, donc c'est la voix de l'ONU, et c'est vraiment complètement extraordinaire. Il écrit un livre qui s'appelle « Migration sans frontières », et il soutient cette idée que les frontières sont un obstacle à tout, et que si on supprimait les frontières et qu'on laissait cette migration complètement libre d'accès avec les régulations d'usage, c'est-à-dire éventuellement voilà, les contrôles, les passeports, l'identification des gens qui rentrent et qui sortent, ce qui se fait normalement entre des pays où il n'y a pas besoin de visa, eh bien ce serait un immense bénéfice pour tout le monde. Et comme toujours, vous voyez, si vous écrivez un livre et que vous le mettez en libre accès sur Internet, vous n'aurez pas d'argent, pas de droit d'auteur, il sera diffusé largement, et c'est peut-être un handicap énorme, mais finalement il sera tellement diffusé que ce sera beaucoup plus important que l'argent que vous aurez pu gagner avec, c'est-à-dire la diffusion de valeurs fondamentales, de vos idées, etc. Paulo Coelho, il a compris ça, il a mis ses livres en accès gratuit sur Internet, et les ventes de ses bouquins ont soudain décollé. Il a vendu plus 40%, c'était une expérience qu'il a fait il y a quelques années, il a vendu plus 40% de livres en librairie, simplement parce que les gens l'ont vu, ils ont pu prendre connaissance de la substance, et finalement se dire c'est vraiment très bien, je vais acheter le disque, le livre, etc. Et moi j'ai cette approche-là de la frontière. Je suis obligé de parler par métaphore parce que c'est une approche un peu abstraite, un peu compliquée, où je dirais il ne faut pas de frontières, il faut peut-être des limites raisonnables. Alors ça c'est un grand débat de la géographie régionale, de savoir quelle est l'unité gérable pour une communauté humaine. Est-ce que c'est la région, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est le pays, est-ce que le pays c'est trop grand? Et la frontière, je la vois comme ça. Pour moi aujourd'hui, la frontière c'est pour beaucoup, pas pour nous, parce que nous on est nantis, on est riche, on est finalement très privilégié, on peut traverser à peu près n'importe quelle frontière sans aucun problème, sauf celle de Corée du Nord ou du Turkménistan, il y a des exceptions, mais on a néanmoins, mais je pense quand même aux 2 tiers de l'humanité pour qui c'est un cauchemar de traverser cette frontière. D'ailleurs, il y a une carte symbolique qu'on peut mettre, si on peut passer une ou deux, je ne sais plus laquelle c'est pas ça, c'est celle-ci. Voilà le monde selon nous, selon l'Europe. Et là, elle est très simple, cette carte. Le rouge, c'est les pays pour lesquels on exige un visa très cher, et souvent qui représente plusieurs semaines, voire plusieurs mois de salaire. Et le vert, c'est les copains. Donc, le rouge, c'est le monde indésirable, et le vert, c'est les riches. Ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin de payer. C'est un vrai paradoxe. Si on demande à des Indiens ou des Chinois de payer un visa très cher, alors que leur revenu est 15 fois moins élevé que le nôtre, voilà ce que serait voilà ce qu'est le cauchemar des 2 tiers de l'humanité. Et pour moi, l'idée, c'est d'ouvrir à la circulation, parce que c'est une vraie brutalité, c'est une vraie violence qu'on va imposer à des peuples. Moi je voudrais rester sur la note très positive et très joyeuse et très belle du film, donc je vais pas vous déprimer avec la carte des morts en Europe, de montrer que cette frontière, il y a beaucoup de gens qui s'y fracassent la tête, qui s'y fracassent la vie, et moi ça me fait mal à chaque fois, mais restons quand même dans une tonalité plus positive. Mais puisque tu poses la question, je suis bien obligé de le dire, pour moi l'urgence c'est de détruire ce système de murs qui s'élèvent et de grillages qui s'élèvent, et essayer de comprendre qu'on a un apprentissage à faire qui est d'apprendre à connaître l'autre. En réalité, c'est ce repli sur nous-mêmes, cet ultranationalisme, ce populisme, c'est finalement la méconnaissance de ce que sont les autres, et on en a peur simplement parce qu'on ne les connaît pas. Donc voilà, pour répondre à la question, oui, juste pour transformer les frontières en limites. Voilà. Limite gérable. Auguste Comte, dans un livre que tout le monde prend pour un peu délirant, disait que cette limite c'était 300 000 âmes. Hein. Voilà, il fallait des unités de 300 000 âmes. Hein. Pas une de plus, pas une de moins. Je ne sais pas s'il avait raison. Mais... Il est allumé. On parle comme ça, c'est bon? Bon, moi je pense que quand même, dans le film, il manque une deuxième chose. Il manquait la géographie, mais il manquait l'histoire. Ça se vérifie. Dans la mesure... Dans la mesure quand même où surtout cette partie-là, c'est quand même pratiquement essentiellement l'Empire austro-hongrois, qui avait
ces pays-là étaient dans une frontière commune. Ils se sont battus ensemble, ils sont morts sur le même champ de bataille, pour ensuite, avec un nouveau dessin géopolitique, se retrouver complètement ennemis et maintenant, ah bah tiens, on peut supprimer une frontière. Mais ce n'est pas le débat. Le mérite, en tout cas, le film a le mérite de montrer deux aspects de la frontière. Ce n'est pas la frontière, c'est les frontières. Il y a la frontière politique, géopolitique, historique, qui est dessinée généralement au gré des traités de paix après-guerre, bien entendu, qui ne tiennent pas compte, effectivement, des réalités du terrain, ni des réalités humaines. Mais il y a une autre dimension, c'est la frontière psychologique. La frontière psychologique, c'est cette femme qui, maintenant, ne peut plus fermer la frontière. Et on a besoin d'une frontière pour s'enfermer dedans. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui ne disparaîtra pas de sitôt. Vous le soulevez également avec l'apparition de ces mouvements indépendantistes. À l'intérieur d'un ensemble, ça y est, on a supprimé les frontières. Ah ben non, on aimerait bien reprendre des frontières. Si vous permettez, je vous rappellerai qu'on a connu ça dans l'histoire des États-Unis. Dans l'histoire des États-Unis, il y avait le mot frontière, l'Ouest. L'Ouest, c'était la frontière. Et à chaque fois qu'un État était suffisamment peuplé pour rentrer dans l'Union, à ce moment-là, la frontière reculait. Et quand on est arrivé carrément avec le transcontinental, avec plein de choses, quand on est arrivé au Pacifique, à ce moment-là, il n'y a plus de frontières. Et la frontière revient en arrière, et c'est la frontière avec certains États, certaines villes, comme Chicago, comme New York. Et c'est là où il y a la délinquance, c'est là où il y a la drogue, c'est les méchants. On a besoin d'une frontière pour que on ne soit pas chez les méchants. C'est ça qui est... Alors, est-ce qu'une frontière, il faut la supprimer? De toute façon, historiquement, il n'y a pas pire qu'une frontière. Se protéger derrière une frontière, c'est là où on a le plus de morts. Pensez à la guerre de 14. Ensuite, est-ce qu'on se protège derrière une frontière? Les Romains l'ont commencé, le limes, c'était ça. Bon, ça n'a pas empêché, ils se protégeaient des barbares. Ça n'a pas empêché les barbares de rentrer. Donc, l'idée qu'une frontière géopolitique va protéger une nation, une culture, et alors, c'est ça qui est autre intérêt. Les cultures, quand les cultures sont différentes, au lieu de dire on va essayer de s'enrichir avec l'une et l'autre, non, on met une frontière, parce que si on les met dedans, on ne sait plus ce qu'on est, quoi. Voilà. Donc, félicitations pour le film. Et tu n'avais pas une question? Tu n'avais pas une... Non. Non, mais je voulais juste dire que les contrebandiers, ils adorent les frontières, c'est vachement bien, ils y habitent, ils y travaillent, ils les protègent à leur tour, c'est pas les frontières qui les protègent, c'est eux qui protègent les frontières. Les passeurs, ils aiment beaucoup les frontières, enfin bon. Ah bon. C'était ça l'idée d'une frontière qui revient en arrière. Ça y est, maintenant on a supprimé ces frontières et on a créé une nouvelle frontière. On est d'accord. C'est Schengen. Schengen, et on va se protéger des barbares, des gens qui vont venir franchir ce limite. Sauf que si on regarde les frontières les plus recherchées, quelle est la frontière la plus protégée au monde? C'est la frontière américano-mexicaine. Quelle est la frontière la plus passoire du monde? C'est la même. On n'arrête pas les flots humains, heureusement. Messieurs, est-ce que vous voulez réagir à cette réaction? Non, je veux juste dire un truc juste comme ça, parce que c'est au début du film, quand il casse la barrière,
en fait, avant qu'ils aient enlevé la barrière, les voitures passaient pas. Et de l'autre côté de la frontière, comme c'est moins cher, il y a des marchés qui se développent. Et il y a une vie extraordinaire qui était là, une espèce d'écosystème absolument incroyable. C'était la place du marché, ça se passait au niveau de la frontière. Bon, c'est juste pour... bon. Et quand ils ont cassé la barrière, la route est passée, et c'est cette chose-là qui était... alors, je sais pas, bon, cette chose-là n'existait plus, c'est complètement disparu. Donc c'est juste pour dire le contrepoint, parce que je pense qu'il y a des choses aux frontières, parce que le problème c'est que frontière, bon, c'est un mot qui est tellement vaste qu'on peut lui faire dire beaucoup de choses différentes, je pense. Il y a des situations qui sont vraiment intéressantes, des lieux justement de rencontre, des lieux qui sont vraiment qui sont riches, quoi. Enfin, voilà. Mais encore une fois, c'est une frontière qui n'était pas dans le sein de l'Union européenne, donc c'est pas non plus voilà, c'est pas une frontière très contrôlée. Voilà, c'était tout. Bon, la frontière, comme vous l'avez compris, est un objet profondément complexe, profondément paradoxal. Pour ajouter à ce que vous dites, il faut jamais oublier qu'une frontière, de part et d'autre de la frontière, elle sépare des communautés, des hommes, des systèmes politiques et des systèmes juridiques et des lois. Alors la raison pour laquelle c'est moins cher d'un côté de la frontière que de l'autre, c'est simplement parce que la loi n'est pas la même. Et donc tout le travail de Schuman depuis, toute la construction européenne, c'est essayer de faire correspondre ces systèmes de loi, de sorte que quand on y arrive à peu près, la frontière n'a plus aucune utilité, puisque finalement les lois vont être les mêmes de part et d'autre. C'est pas aussi simple. Je crois que pour les confitures, ils ont mis 35 ans ou 40 ans avant d'arriver à un accord sur la stérilisation des pots ou je ne sais quoi. Et de toute façon, voilà, l'Europe fiscale n'existe pas encore, etc. Bon. Voilà, ni social, ni... Non seulement il n'existe pas, mais apparemment il y a des gens qui en profitent, puisqu'il paraît qu'il y a même des ministres qui placent leur fric en Suisse ou à Singapour. Donc il faut croire que c'est les frontières, lui, il y tient beaucoup. Enfin, je me demandais si on allait réussir à caser le machin dans la discussion. Mais ce que je veux dire, c'est aussi la raison pour laquelle la frontière, et moi je le développe, je développe dans un cours pour les étudiants, tout un paragraphe, toute une partie sur la richesse. Tu as parlé d'écosystème, c'est exactement ça une frontière. C'est un rivage, c'est là où arrive la mer, les vagues, et c'est là aussi où la terre se termine. C'est Gracq qui le décrit merveilleusement bien dans le rivage des Syrtes. Il explique ça parfaitement bien, ce dialogue constant entre la mer et la terre, cette frontière, ce rivage tellement riche de tout. C'est la rencontre de cultures, c'est la rencontre de langues. C'est là, paradoxalement, où on a en même temps une très grande tolérance, parce que les frontaliers se connaissent les uns les autres. Donc en fait, très souvent, ils parlent la langue de l'autre côté. Le Val d'Aoste, l'Italie, etc. Les Français parlent italien, les Italiens parlent français. Il y a une interpénétration des cultures qui est extrêmement intéressante et très très riche. Pareil, Pologne, Biélorussie, je connais un peu, je connais très bien aussi la partie lettonne, ce qui est Lettonie, Biélorussie, Lettonie, Russie. Ce sont des milieux très riches, des milieux de rencontres, dans lesquels on va trouver les trafics, éventuellement les passeurs, etc. Mais au compte, ça fait partie, puisqu'on a vécu avec, ça fait partie. Donc ça, c'est aussi très très intéressant. Des milieux de création artistique aussi. La frontière très fermée, comme la frontière américano-mexicaine ou le mur en Palestine que vous allez évoquer un peu plus tard dans la semaine, a suscité une activité artistique absolument énorme, invraisemblable, amenant des artistes du monde entier qui se sont servis de cet objet mur, grillage, frontière pour en faire non seulement de l'art, des événements artistiques, des installations artistiques, mais vraiment de l'art vivant. Voilà ce qu'ils ont fait États-Unis, Mexique. Ils envoyaient des gens en catapulte de part et d'autre c'était un événement artistique. C'était un peu risqué pour ceux qui étaient volontaires, mais en tout cas, ça développe aussi une activité qui est riche de ce côté-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut garder la frontière fermée pour attirer les artistes, évidemment. C'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est vrai que ce sont ces milieux riches et probablement la standardisation du territoire, elle va effacer cet aspect de cet écosystème richissime de ces lieux. Plus on va tendre vers cette standardisation, plus ça va l'effacer. Mais je
pense qu'on n'en est pas encore à l'effacement de toutes les frontières, donc le milieu très riche que représentent ces frontières, ces zones de contact, ont de beaux jours devant elles encore. Une question là-haut. Oui, dans votre film, à un moment donné, le garde-chasse, il chante une très belle chanson, donc il parle du musard. Et alors peut-être que les musards sont ceux qui trimballent cet écosystème en eux, ou pas. Enfin, je voulais savoir quelle est la place du musard en fait dans votre film, parce que moi, elle m'a beaucoup plu. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que la chanson est très. C'était une chanson donc qui utilise beaucoup d'images, très abstraites. Je ne sais pas si le musard, ça a été justement. On a eu beaucoup de mal à traduire on ne parle pas tchèque, mais c'est vrai que ça a été une discussion parce que ça a été traduit. On a musardé en français. Le musard, c'est celui qui musarde, non? Ah oui, ouais. Nous, ce qui nous avait beaucoup plu dans la chanson, c'est l'idée du... c'est dans les images, l'idée de quelqu'un qui vient prendre la place de quelqu'un d'autre avec toutes ces espèces, ces choses... Je ne saurais pas trop vous répondre comme ça sur le musard. Je suis vraiment désolé, mais c'est peut-être un effet secondaire du... Moi, j'ai vraiment entendu le verbe musarder, surtout avec ce garde forestier qui ne passe son temps à musarder, quoi, hein, à regarder un peu partout. Enfin, il m'a semblé, mais bon. Pas d'autres questions? Si, j'aurais une question pour pour le cartographe. J'aimerais savoir ce que vous pensez du rôle des cartes dans à la fois dans l'imaginaire, dans la construction de la frontière, dans l'imaginaire, et comment vous avez, parce que vous avez évolué dans votre représentation de cartographie depuis que vous êtes au monde diplomatique, et puis le rôle politique aussi, vous l'avez rappelé avec l'ONU, là, mais un rôle aussi, je me souviens, j'ai lu que, par exemple, vous aviez fait une carte sur le Sahara occidental, enfin, oui. Voilà, la frontière. Alors, qu'est-ce qu'on met, des tirés, pas de tirés, la censure du journal, etc. Donc voilà, la fonction politique et de la carte, et aussi en quoi ça a pu favoriser ou intégrer l'imaginaire des centaines de collégiens et de lycéens qui ont pu lire ces cartes et voir ces cartes. Oui, je peux répondre en 2 ou 3 temps. D'abord, si je raccroche à la frontière, je soutiens cette idée que trop souvent, sur laquelle on passe trop souvent très très vite, de la frontière naturelle des Alpes, de la rivière Oder-Neisse, etc. On arrive, on dit c'est une frontière naturelle et on ne se pose pas tellement plus de questions que ça. Je soutiens l'idée que la frontière naturelle n'existait pas. Elle est forcément un choix politique, elle est forcément une décision intellectuelle, une construction politique, intellectuelle qui répond à des besoins de territoire, qui répond à des velléités d'accaparement territorial. Et on fait passer la frontière là où ça nous arrange. On l'a bien vu au cours des 5 congrès qui ont lieu après la Première Guerre mondiale, où toutes les minorités, tous les représentants des peuples viennent et puis ils n'ont pas de place pour s'asseoir. On les retrouve à genoux, fesses en l'air, en train d'essayer de dessiner sur une carte le territoire qu'ils revendiquent pour faire partie des négociations. C'est comme ça que les frontières se font. Et je pense que Yalta, ça n'a pas été mieux, c'est qu'il y avait moins de monde parce que les minorités n'étaient pas invitées, mais je pense que les 4 grands ont aussi très largement négocié. Tu me donnes ça, je te donne ça. Donc voilà. Je ne dis pas que c'est de la complète coïncidence, mais les frontières se font et se dessinent comme ça. Donc les frontières naturelles, je pense qu'elles n'existent pas. Ou alors on va utiliser cet alibi de la géographie physique comme un vrai alibi pour venir appuyer une revendication. Après tout, Saddam Hussein a dit, mais voyez, regardez, le Koweït, il s'insère très bien dans l'Irak, c'est forcément, puis c'est naturellement, ça doit, la géographie le montre, ça fait partie des marais, machin, bon. Évidemment, on peut tout dire. Ce qui me fait passer sur cette idée de la cartographie comme une représentation subjective qui est un constant dialogue entre l'imaginaire et la réalité. C'est-à-dire un petit peu de réalité, mais surtout beaucoup d'imaginaire. La carte est avant tout
dans la représentation, non pas la représentation de la réalité, mais la représentation soit de la volonté politique, soit de la manière dont le cartographe ou les commanditaires ou les gouvernants ou les souverains voient le monde, voient leur territoire. D'où cette idée aussi que la carte, elle est pour certains pays, alors moins chez nous où notre gouvernance est un peu meilleure maintenant, on va moins utiliser le territoire comme une image pour asseoir une autorité, mais voilà, tu parlais du Maroc, on va parler de la Grèce même aussi, pour qui le territoire, c'est une identité nationale, c'est une affaire d'État, hein, de savoir qu'il y a un pays qui veut s'appeler d'un nom d'une région grecque, la Macédoine. Les Grecs le refusent, et on fait même un blocus physique pour forcer les Macédoniens à s'appeler Former Yugoslavian Republic of Macedonia, ce qui était un petit peu bizarre, et ça a été accepté par l'ONU. C'est encore pire dans certains pays africains, et là où ça prend vraiment son apogée et que c'est très dangereux, parce que là on parle de puissance nucléaire, c'est entre les deux Corées, la Chine et la Corée, et aussi un point d'abcès absolument énorme entre la Chine et le Japon, comme vous savez, avec des situations qui sont tout à fait explosives, et qui sont justement des visions émotionnelles du territoire. Et les Chinois ont annoncé qu'ils allaient très très vite dessiner une carte qui serait la bonne carte. Et ils l'ont publiée immédiatement, et les Japonais ont répondu à ça, alors attendez, nous on la dessine la carte, on a de bien meilleurs cartographes que vous, et la vraie carte c'est celle-ci. Et naturellement, elle ne se superpose pas parfaitement, comme vous pouvez vous en douter. Pour le Maroc c'est pareil, la carte fait partie de l'identité nationale d'un logo, c'est une affaire d'État. Quand je rencontre un représentant de l'ambassade du Maroc à Paris, je dis, bon, que pouvez-vous me dire sur l'affaire du Sahara occidental? Quelle est votre position sur le référendum d'autodétermination qu'on attend depuis plusieurs décennies? Et comment allez-vous régler ce conflit? Et de me répondre, mais de quel problème me parlez-vous? Ça fait très longtemps que le problème du Sahara occidental est réglé, il n'existe pas. On a des provinces sahariennes, voilà, avec un chef-lieu qui s'appelle l'Aïoun, et je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler, mais qu'est-ce que c'est que cette fixation sur le Sahara occidental? Bon. Voilà, donc un discours qui vient en complète violation de ce qu'est la position internationale de l'ONU. L'ONU, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, il y a beaucoup de défauts, mais c'est la moins mauvaise législation internationale qu'on ait. Et c'est un référent, et on n'a pas le choix pour l'instant, on est obligé de se baser sur ce référent, et on ne peut pas s'essuyer les pieds sur les peuples comme ça. Voilà, un référendum d'autodétermination, ça existe. Alors, pour répondre, voilà, et pour passer sur le troisième temps de la cartographie, qui est en même temps un objet politique et un objet de propagande. Et naturellement, comme on est en plein sur la question des frontières, il faut lier la question des frontières à la question de la toponymie. Alors ça, c'est un peu abordé dans ton film, et c'est intéressant parce que très souvent, peut-être vous ne l'avez pas vu parce que ça va très vite, mais ils hésitent sur les noms, parce qu'il y a un nom tchèque, mais il y a aussi un nom allemand, et parfois ils disent les deux, ou un nom polonais, un nom allemand, et c'est assez beau, parce qu'ils n'oublient pas qu'il y a les deux. Ils pourraient très bien de dire que le nom polonais et faire un déni du nom dans une autre langue, mais pratiquement tous, quand ils vont nommer une ville, ils vont donner les deux noms. Et en général, c'est quelque chose qui est antinomique. Bon, ça, c'est aussi un beau symbole. C'est aussi pour ça que je les trouve très sympathiques, en fait, tous ces personnages, et très, très attentifs, très attentionnés. Il y a beaucoup de douceur, de subtilité. Vraiment, pour dire encore, moi, je reste, bien que je l'ai vu plein de fois maintenant, mais moins que toi, parce que toi, tu l'as vu 50 fois, mais même après plusieurs fois, j'ai cette impression vraiment que c'est ce film qui va durer. Et peut-être j'ai eu tort de dire que ça manquait d'une carte, mais peut-être que d'avoir peut-être eu un embryon de carte ou une esquisse de carte un petit peu floue comme ça, comme l'est le film. Le film, il nous transporte dans un univers un petit peu magique, un peu flou, et peut-être la carte aurait pu être symboliquement ça aussi, de montrer que la carte, elle est très subjective, que ces frontières, elles existent uniquement par le destin de l'histoire qui est guidé par des grands. Si on transpose le propos d'une manière beaucoup plus générale, vous pouvez imaginer que vous tous, ici, vous avez étudié dans des livres scolaires de géographie, d'histoire, qui sont bourrés de cartes. Vous lisez les journaux sans doute tous les jours, et dans ces journaux, on vous offre de plus en plus de cartes, de plus en plus de visuels. Eh bien, sachez que toutes ces cartes, c'est du pipeau, toutes, y compris les miennes. Et quand je dis ça, je veux dire que la carte, elle est l'intention du cartographe. Elle va vous offrir une image qui est la manière dont moi je vois le monde.
dont je l'interprète en fonction de tous mes filtres, de mes valeurs fondamentales, philosophiques, etc. Et en fait, l'image que je vais vous offrir n'est pas une image de la réalité. Il va y avoir un peu de réalité, comme je le dis. Moi, j'aime à dire que la carte, c'est un dialogue entre la réalité, la perception, l'imaginaire, les fantasmes. Mais je vais vous offrir l'image du monde tel que moi je le vois, ou éventuellement, si je suis un utopiste, tel que j'aimerais qu'il soit. Ou alors, si je ne suis pas utopiste et que je vais essayer de rendre spectaculaire un phénomène grave, comme par exemple les morts aux frontières de l'Europe, eh bien, je vais rendre ma carte très spectaculaire, justement pour essayer, et peut-être plus spectaculaire que la réalité, mais bon, on perd une vie humaine en Méditerranée, c'est déjà en soi un drame, et c'est ça aussi le problème de la carte, qui va englober un phénomène comme ça, et qui va faire disparaître tous ses destins personnels. C'est mon grand problème de géographe, de faire ces cartes qui ignorent, qui sont dans le déni du destin personnel de cet enseignant, maître des écoles burkinabé, qui décide de partir sur la route, et puis il va y aller parce que sa famille meurt de faim, est pauvre, et il pense qu'il va trouver de l'argent, du travail, du bonheur qu'il va pouvoir amener, puis on le retrouve mort dans une barque sur la Méditerranée. Voilà. Et c'est vrai que la carte, elle est incapable de transférer cette information. Donc ça, c'est le chantier pour le futur. Mais en tout cas, quel que soit l'objet carte, la représentation cartographique qui va vous être offerte à travers tous ces médias, eh bien, ce sont des visions tronquées, des visions, voire tronquées, trafiquées. Ça peut être de la manipulation pure, mais sans que ce soit de la manipulation, ça peut aussi être simplement la vision du géographe, la vision du cartographe, la vision de celui qui a eu une intention cartographique et qui vous l'offre. Maintenant, juste pour terminer, il y a la question de la vraie manipulation. Et là, je suis absolument désolé, je suis obligé d'évoquer 2 secondes le conflit israélo-palestinien et la représentation cartographique de ce conflit. Il est certain que si vous n'êtes pas familier avec le sujet, et là c'est vraiment très grave parce que naturellement les lobbies qui vont vous inonder de cartes vont finalement vous faire croire à une situation qui est une fausse situation sur le terrain, eh bien, prenons Jérusalem. Vous savez que Jérusalem est coupée en 2. Il y a Jérusalem-Ouest qui est sur le territoire israélien et la Jérusalem-Est qui est dans les territoires palestiniens dits occupés par l'armée israélienne depuis 1967, où se construisent des colonies de peuplement qui sont peuplées d'Israéliens, de colons israéliens. Et bien sur les cartes, si vous trouvez quartier juif, c'est très neutre et ça va vous faire croire que Jérusalem est une et que vous avez des quartiers juifs un peu partout et après tout c'est assez pacifique, il y a un quartier juif, un quartier arabe, tout ça est tout à fait normal. Dans Jérusalem-Est, il y a des quartiers juifs et des quartiers arabes, sauf que ce n'est pas des quartiers juifs, ce sont des colonies juives illégales au terme de la loi internationale, c'est-à-dire de la 242 et de l'article 49 de la Convention de Genève. Voilà comment il faudrait que la carte soit libellée. On ne dit pas Judée et Samarie juive, on va dire territoire palestinien occupé par un pays tiers. Et ça n'est ni une insulte ni de l'antisémitisme, c'est une réalité juridique internationale. Pareil pour l'Azerbaïdjan et pour prendre un conflit moins problématique, Azerbaïdjan-Arménie. Eh bien, vous allez trouver sur Internet, si vous le faites, plein de cartes qui vont libeller ce territoire du Haut-Karabakh pour lequel les Arméniens et les Azéris se sont fait la guerre. Vous allez voir territoire libéré par les Arméniens, ou alors territoire administré par l'Arménie, ou alors province arménienne, ou république rattachée à l'Arménie. Voilà, dans la loi internationale, la frontière internationale, c'est encore que ça appartient à l'Azerbaïdjan, il n'y a pas de traité de paix. Et évidemment, il y a là un enjeu qui est important, c'est-à-dire que la guerre, les conflits physiques sur le terrain, ils se transportent aussi sur la cartographie, très souvent dans le déni des peuples. Et bien sûr, se faire tuer, se faire blesser, ça fait très mal, mais être dénié sur une carte, et ça a été le cas des Bosniaques, des musulmans bosniaques à l'époque où ils étaient déniés par les Serbes autant que par les Croates, ça fait aussi très très mal. Voilà. Une question ici. Oui, alors, pour parler des cartes, effectivement, moi je ne suis pas géographe, pas du tout, et je trouve que finalement, c'est bien que le film n'ait pas eu de cartes. Parce que finalement, il a montré justement ce que les populations, elles ressentent avec frontières et sans frontières. Et le fait qu'il n'y ait plus de frontières, ils ont eu envie soit de faire amuser. Il y a eu un moment, il y a
un musée qui est fait sur les frontières, sur l'histoire. Sur la frontière italienne, Slovaquie, je crois, il y a aussi cette dame-là qui fait le tourisme. Et je trouve que c'est sensible et c'est intéressant parce que ça donne du sens. Et ce que je voulais dire par rapport aussi à l'ensemble du film, c'est que moi j'ai eu l'impression d'avoir un road movie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est construit un petit peu comme ça, avec une route en changeant de chapitre à chaque fois, en changeant de pays presque. Et à chaque fois, c'est le même sens qui revient. C'est la frontière intérieure et la frontière extérieure qui se rejoignent. Et puis surtout à la fin, cette dame qui parle de cette frontière qui existait, qui la protégeait. Et en fait, la frontière, c'est ça aussi, c'est cette sécurité intérieure que les gens perçoivent quand ils sont dans un pays. Quand vous passez une frontière, enfin moi je sais que je ressens ça, quand on va dans un pays étranger, même s'il n'y a pas de frontière, on sait qu'on est dans un autre pays. Et il y a déjà une frontière dans la tête, simplement parce qu'on n'est pas de ce pays et on n'est pas tout à fait de la même culture, enfin des mêmes traditions. Et on a envie d'échanger, de trouver. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des frontières, mais effectivement la limite, ce que vous disiez tout à l'heure. Et voilà, la question c'est, je crois qu'il faut des limites. Est-ce qu'il ne faut pas des limites? Quelques limites, parce que ça permet aussi de se construire. Nicolas ne peut que être d'accord. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il n'y a pas de limites? Les limites, c'est le premier exercice que j'ai eu à l'école d'architecture, c'était faire un mur en fait. Justement, c'est de travailler cette question de la limite. Je dirais une limite, on en a une ici entre la Seine et vous. C'est cette ligne-là avec les limites, c'est infinitésimal. Enfin, je sais pas, on peut avoir ça à n'importe quelle échelle. Donc, quand je dis la frontière, c'est bien si on peut en faire un espace d'échange, c'est parce que je considère que de fait, la frontière, sur plein de niveaux, la frontière des différences de langue, des différences de niveau de vie, c'est des choses qui existent. Après, voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin de limites? Moi, je poserais la question, s'il n'y a pas déjà des limites, et voilà, est-ce qu'on n'a pas besoin de dépasser les limites qu'il y a déjà? Oula. Bon, d'accord. Merci à tous. Je vous rappelle que demain, on parle d'une autre frontière, à Calais, où il se trouve pas mal de gens bizarres. Voilà, j'espère que vous serez aussi nombreux que ce soir demain. Merci beaucoup et à demain. Et je vous rappelle qu'il y a toujours des tas de livres intéressants sur la table à vendre, bien entendu. À acheter, oui. Est-ce que le pont a été construit? Non. À place de la cave. Non, pas vraiment. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû dire. Non, c'est bien. C'est bien. En plus, ça, c'est une question qu'on nous a souvent posée, en fait. Et en même temps, au début, vraiment, parce qu'en même temps, ça fait un bout de temps que j'ai cru pas parler sur le film. Mais en fait, je crois que non, il ne faut pas de carte. En fait, j'ai réalisé en fait que à chaque fois que tu dessines une frontière, tu t'emmerdes à dessiner un trait. C'est horrible. Et pourquoi nous, alors qu'on s'intéresse à l'histoire de gens, on s'emmerderait à dessiner absolument. Des traits? C'est tout à fait pertinent. Pour revenir à ce que je disais, moi je suis très sensible au montage. Je vois vraiment un film comme une œuvre d'art. Et vraiment, je pense que vous avez fait une œuvre d'art parce qu'on sent qu'il y a derrière tout ce que vous avez fait, la manière dont vous avez fait, il y a une intention dans le thème fort, la superposition, peut-être que c'est des images, effectivement, cette road movie, ce déplacement.